Et bonjour, petite foule YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, évidemment toujours sur le live de lecture. Alors on a un meilleur titre qu'avant. Alors vous ne le voyez pas vous parce que vous êtes la rediff, voilà, vous êtes la rediff YouTube, donc malheureusement vous n'avez pas accès au titre de Twitch. Mais Mosquitux est un génie et il a proposé de faire un nom putaclic pour essayer d'attirer du monde. Et le nom putaclic qu'il a trouvé, c'est comment manipuler votre prochain scandale en sciences sociales. Et ça m'a fait tellement rire que du coup je l'ai fait. Donc c'est actuellement le live a été renommé en comment manipuler votre prochain scandale en sciences sociales. C'est tellement parfait. C'est tellement parfait. Enfin vraiment c'est du génie. C'est du génie. Donc voilà. Et puis on va continuer évidemment notre lecture du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et donc on arrive à autre technique de mise en condition. Nous avons eu l'occasion d'assister il y a déjà quelques années à une conférence faite par un ténor de la vente à un parterre d'agents commerciaux admiratifs. Ce qui leur faisait valoir comme un art consommé de la rationalisation client nous parut relever de la plus sommaire des stéréotypies. Ça c'est vrai que ça arrive souvent. D'ailleurs en parlant de ça, je vais faire une aparté dès le début, je suis insupportable, dès le début je fais une aparté. Il y a un truc qui m'a fait péter un câble. Alors, en fait, il y a deux trucs qui m'ont fait péter un câble. Premier truc qui m'a fait péter un câble, est-ce que vous avez entendu parler de la magnifique performance de notre ministre des Industries, je crois, ministre du Travail et des Industries, envers les auto-entrepreneurs et entrepreneurs grâce au BIP, qui est donc un organisme. Là, ils ont fait une grosse convention et elle est venue sortir des trucs complètement cons, du genre il y a une vraie magie sur les chaînes de montage, les gens sont des héros chevaleresques qui sentent en eux la magie de la chaîne de montage et qui passent des moments incroyables, soudés les uns avec les autres dans leurs équipes de travail. Enfin bref, que des conneries comme ça, assez de haut niveau. Et donc évidemment, Internet est en train de se foutre de sa gueule depuis 2 jours, parce qu'elle dit des bêtises sans nom. Notamment, vous avez un certain nombre de psychologues sociaux, entre autres choses, qui interviennent pour dire non, il n'y a pas de magie dans les chaînes de montage, c'est une grosse connerie. Là, vous essayez juste de faire de la merde pour rassurer notamment les autres entrepreneurs et compagnie que c'est magnifique, c'est bien d'être un patron, que voilà. Mais en fait, non, la plupart des ouvriers, ce qui compte, c'est pas que on leur dise oh vous êtes magnifiques, vous êtes des mages, vraiment vous faites de la magie, c'est ouf, ou vous êtes des chevaliers en train d'affronter le dragon. Non, ce qu'ils veulent c'est être mieux payés. Mais être mieux payés dans des conditions de travail plus adaptées, genre quand il fait pas -20. Parce que si on prend, je vais vous prendre un cas très très con. Fut une époque, votre serviteur ici présent a travaillé dans une chaîne de montage d'une usine de pâtisserie. Oui, il y a des usines de pâtisserie, sachez-le. Tout n'est pas fait dans des petits trucs de boulangerie, pâtisserie magnifiques. Non, il y a plein de trucs qui sont faits dans des grosses entreprises, qui sont des grosses usines avec des chaînes de montage. C'est des rouleaux, des tapis roulants qui passent, et puis vous avez à la chaîne des productions. Et ce qui est rigolo, c'est que selon où vous êtes dans la chaîne de montage, vous êtes à peu près à 30 degrés, ou vous êtes à -10, -20. Parce qu'il y a un côté où vous avez les produits qui sont réfrigérés, et vous avez un côté où les produits sont cuits et compagnie. Et ce qui est marrant, c'est que comme on s'en bat un peu les couilles des ouvriers, et on les met là où on veut qu'ils soient, même si leur tâche est juste, et ça c'est un truc que j'ai dû faire, consiste juste à l'entrée du four qui est tout le temps ouvert, parce que du coup c'est un plateau, enfin c'est un tapis roulant qui amène dans le four, donc vous avez juste le four qui est un gros bloc, vous avez une ouverture dedans, donc une ouverture, donc c'est ouvert, vous avez la chaleur du four qui sort, tout ça, et vous avez le tapis roulant qui rentre dedans, et en fait vous avez toute une chaîne de tapis roulants à l'intérieur du four, qui va faire donc avancer, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils cuisent les gâteaux et compagnie. Et donc vous avez juste besoin là de mettre, parce que vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas envie d'investir dans le fait d'avoir un truc propre, automatisé pour ça, vous avez un employé qui est là pour, à l'entrée du four, replacer bien comme il faut, tout droit sur la ligne de montage, le gâteau. Voilà, ton seul travail de toute la journée pendant 12 heures, c'est de déplacer un gâteau de 3 cm tout le temps pour que ça fasse une belle ligne de gâteau dans le four. Voilà, c'est ton seul intérêt, c'est ton seul métier. Il n'y a aucune magie là-dedans, sachant que du coup tu cuis parce que le four est ouvert. Voilà, le fameux four qui monte très très haut en température. Donc toi, à l'endroit où t'es, t'as de la chance, il fait pas comme à l'intérieur du four, mais il fait quand même bien un bon 30 degrés bien tassé. Donc tu kiffes ta vie, bien sûr, tu apprécies énormément. Et
ton travail est pas du tout répétitif et pas du tout complètement aliénant, c'est ouf. Hein. Et ça, c'est un truc parmi d'autres. Hein. Il y a plein d'autres endroits de la chaîne de montage où ça va pas. Il y avait par exemple quelqu'un, et ça m'est d'ailleurs arrivé d'occuper ce poste, mais j'ai salement râlé et du coup ils m'ont déplacé de ce poste, dont la seule tâche, c'est de récupérer les gâteaux qui tombent de la chaîne de production. Parce que vous avez des gâteaux qui, à certains endroits, en fait, les chaînes de production se rejoignent. Et comme pareil, c'est fait un peu avec le cul et qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir dans les tapis roulants, et ben vous avez les plusieurs tapis roulants qui se rejoignent à un endroit et du coup les gâteaux qui peuvent se toucher parce que tout n'est pas bien paramétré et du coup bah, vous avez des gâteaux qui tombent au sol. Et donc tu as quelqu'un dont la seule tâche c'est de récupérer les gâteaux qui tombent au sol pour les jeter. Voilà, et tu ne fais que ça toute la journée pendant 12 heures. Oufissime. Hein. Et donc du coup quand vous avez votre magnifique ministre du travail qui vient et qui vous raconte la magie des trucs, patati patata, t'es là et tu fais ferme ta gueule. Ah mon dieu. Et donc ça c'est justement un peu ce qu'ils disent, c'est que t'es sur des stéréotypes à la con qui te rendent fou. Mais sinon à la base, c'était pas pour ça que je vous parlais de ça. À la base si je vous parlais de ça, c'est parce que à côté de ça, ils ont fait également venir des managers et compagnie, justement comme ce qu'ils étaient en train de dire dans le bouquin, qui viennent pour te raconter des trucs magnifiques du genre oui la relation client ça marche comme ça, il faut pouvoir lier un vrai lien avec eux, parier avec vos employés, patati patata. Et en fait ce qu'ils font c'est de la com nulle en fait, et ça se base que sur des stéréotypes et des trucs à la con. Et vraiment je suis tombé sur des trucs où j'étais là en train de me dire mais c'est pas possible de dire ça là en 2021. Enfin c'est quand même grave. Et où tu avais notamment un des intervenants qui racontait qu'il fallait faire attention aux employées femmes parce que justement elles étaient plus douces et que du coup il fallait pas leur parler de la même manière que tu vas parler à des mecs et qu'en l'occurrence tes employés mecs et ben il fallait être plus dur avec eux parce que c'est une relation de force, c'est une relation de puissance, de virilité et ainsi de suite. Et t'es là et tu fais waouh, niveau stéréotype on est bien mec hein, t'as décollé loin, hein. T'as décollé loin et puis t'as décollé tout seul en plus, hein. C'est bien, c'est magnifique. Enfin bref, des trucs comme ça qui sont incroyables. Et quand t'es comme moi, un psychologue social et que t'assistes à ça, et ben tu pètes un câble parce que t'as des stéréotypes sur des stéréotypes sur des stéréotypes et tout ça là, c'est les trucs qui se font dans toutes les conventions de management, de communication, tout ce genre de trucs. Vous avez des gens comme ça qui vous racontent ce genre de conneries et c'est vraiment, vraiment agaçant. Quand tu es psychologue social et que tu as travaillé sur ces thématiques-là pendant des plombes, tu as envie de tuer des gens. Tu as envie de tuer des managers, en fait, pour être précis. Bref. Dans le même style, j'ai essuyé petit carreau par petit carreau des moules à tablettes de chocolat seul dans une pièce une journée entière pour pas que ça fasse des marques blanches sur le chocolat à cause du calcaire. Travail de ouf, hein. Je suis sûr qu'il n'y a aucune machine qui est capable de le remplacer en plus, hein. Et de le faire plus efficacement et plus rapidement. Mais bon, hein, voilà, hein. C'est bien de vous donner du travail. Ah là là. Donc je reprends un peu ce que je disais. Ce qui leur faisait ça j'en ai lu. Bien sûr, il fallait toujours être propre sur soi. Naturellement, il fallait engager la conversation sur un terrain permettant de mettre le client en confiance. Et le temps n'était pas un objet d'échange si éculé. Belle journée, n'est-ce pas? Comme il se doit, il fallait montrer au client tout l'intérêt qu'on éprouve pour sa maison, son mobilier, sa voiture, sa femme. Il fallait aussi serrer fermement, mais sans pour autant broyer la main, tendu, regarder franchement, droit dans les yeux, le prospect. Dans les yeux, le prospect. Prospect. Je connais pas ce mot prospect. C'est par rapport à la prospection, donc ça veut dire la personne on est en train d'essayer de solliciter, quoi, en gros, je pense. Mais je connais pas ce terme-là, prospect. Ma foi. Poser sa voix comme un animateur de radio. Ces 3 dernières recommandations sollicitèrent plus que les autres notre attention. Elles rappelaient en effet quelques recherches dont le souvenir se télescopait. Ça aussi c'est un truc qui me fait mourir de rire souvent dans ce genre de trucs. Alors peut-être beaucoup moins maintenant, mais moi il y a encore quelques années quand j'étais passé là-dessus, vous avez des formations commerciales notamment où ils vous expliquent en fait ce qu'il faut faire. Ouais voilà, c'est le client potentiel, le prospect. D'accord. Ben, je connaissais pas le terme. Je connais tout ce qui est prospection et compagnie, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement et je me suis dit bon bah ça doit être la personne qui justement est sollicitée, enfin le client potentiel, mais j'avoue que je connaissais pas le mot. Pour le coup, c'est pas quelque chose que je connaissais. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que du coup, dans les. J'aurais dit prospecteur, mais je me trompe sûrement. C'est pas un mot que j'utilise souvent. Alors, prospecteur, c'est la personne qui fait. C'est toi qui vas prospecter, c'est le prospecteur. Mais voilà, là, c'est la personne qui est sollicitée.
Un truc qui moi me faisait souvent péter un câble, parce qu'encore une fois maintenant j'en fais plus de toute façon, donc voilà, c'est le fait que vous avez dans les marketing de vente, dans les formations de vente, vous avez justement comme vraie technique qui est vraiment mis en avant hein, par ces mecs-là, qui vous disent non, non mais ça marche pour de vrai, ça a aucune validité mais c'est pas grave, allez prospecter l'homme, allez justement essayer d'obtenir l'achat de l'homme, parce que c'est lui qui a l'argent. Éventuellement, vous allez vous occuper de sa femme en étant gentil et tout, mais en fait, votre client, c'est pas elle. Votre client, c'est l'homme. Voilà. Et t'es là sur ça, et t'écoutes ça, et t'es là, et tu fais, mais mon Dieu, c'est tellement grave. Mais bref, et ça me faisait péter un câble, et je présume qu'aujourd'hui, ça va toujours être le cas dans certaines formations. Ça doit être toujours le genre de truc qui se fait. Et c'est ouf, et c'est ça qui me fait mourir de rire aussi, c'est qu'on voit que mes anciens enseignants, ils pétaient déjà un câble sur ça à l'époque. Et coucou Ardine, j'espère que tu vas bien. Ouais, moi j'ai été manipulé par le titre putaclic. Ah bah oui, bien sûr. Et bah oui. C'est la faute à Mosquitux. C'est sa faute. Mais il avait un bon titre. Il avait un titre du génie. Alors du coup, voilà, Voilà. Oh, je me demande bien qui c'est qui a eu l'idée d'un tel titre honteux, hein. Tu sais que YouTube te voit. T'en as conscience, Mosquitux. YouTube sait. YouTube saura plutôt, parce que YouTube n'est pas encore maintenant. YouTube saura ça plus tard. Mais t'as compris l'idée, quoi. Mais il est génial ton titre, moi j'approuve. Il est parfait, il est parfait. Mais j'espère que tu vas bien, Ardine. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. J'assume ma fourberie. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Donc évidemment on est sur le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc on est sur ça doit être le 6ème, ça doit être la 6ème VOD qu'on est en train de faire là. Ça doit être la 6ème VOD qu'on est en train de faire de lecture dessus. Et puis bah du coup on bouquine, on avance. On est sur les techniques de mise en condition justement. So, on continue. La meilleure façon de serrer la main d'une personne dont on attend quelque chose, certes, une main ferme est toujours préférable à une main molle. Mais toucher durant quelques instants le bras du client peut s'avérer autrement plus efficace, à condition toutefois de ne pas le regarder dans les yeux en même temps. On sait, au moins depuis Goldman et Fordis en 83, que la technique du toucher et celle des yeux dans les yeux ne font pas bon ménage. En matière d'intimité, il vaut mieux donc ne pas trop en faire. Le recours simultané à ces deux techniques peuvent même s'avérer totalement contre-productives. Reste un point sur lequel notre conférencier ne se trompait pas, l'importance de la voix quand on attend quelque chose de quelqu'un. Les recherches en la matière ne sont pas très nombreuses. Celles que nous connaissons indiquent toutefois que, même si vous ne pouvez pas adopter la voix charmeuse et débordante d'entrain d'un animateur de radio, vous avez pourtant tout intérêt à formuler votre requête en évitant de parler sur un ton monocorde et mielleux. Goldman et Fordis en 83, Remland et Jones en 94. Un petit peu de tonus que diantre. Après, ça fait que dans certains couples, il y a toujours un petit patriarcaïsme qui va pousser le monsieur très viril à détenir les comptes, notamment pour priver de liberté l'autre. Fort heureusement, c'est rare, mais c'est bien de perpétuer des stéréotypes d'orphac. Ouais, n'est-ce pas? Non, mais là, justement, il casse ça. Là, justement, ce qu'il disait, parce que t'étais peut-être pas là au moment où il entamait le paragraphe, c'est que justement, il disait alors en fait, l'animateur, il a dit surtout des stéréotypes de merde. Qu'est-ce qui va pas? Voilà. Et moi, ce que je relevais dans mon expérience perso et pro, c'était pas en faculté. C'était pas du tout en faculté, c'était des formations quand justement je me suis notamment intéressé au centre de formation qui pouvait me recruter. Et que du coup, on m'a proposé de faire certains stages de pourvoir. Donc, stage en étant à côté du formateur ou de la formatrice. Et que justement j'étais là en tant qu'observateur pour voir si ça me collait, si ça me correspondait. Et j'ai pas fait beaucoup. Disons que j'ai vu et j'ai dit que c'était pas éthique, que c'était pas adapté, que c'était plein de stéréotypes, que c'était complètement éculé, que ça manquait de mise à jour. Et du coup ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit ah, et sinon ça vous dérange quand même ou pas? Et j'étais là en mode bah oui, puisque je vous le dis. Ah, donc vous n'êtes pas intéressé par le poste? Non. Voilà, ça c'était vraiment les interactions que j'ai eues cette fois-là. C'était rigolo, c'était rigolo. Sinon oui, ça va, un peu gonflé car on m'a fait passer certains postes militants de personnes ayant fait zéro introspection mais voulant s'établir en norme. Sinon ça va, ah bah oui.
Ouais, c'est ça, c'est merci d'avoir révélé, mais relevé. Mais sinon, tu vas faire un scandale et on peut pas te prendre ou t'as zéro éthique. Mais il faut savoir que j'en connais qui ont zéro éthique, hein. J'en connais qui y vont dedans. Je l'avais déjà sorti, mais j'ai un ancien collègue de formation qui, texto, nous avait dit déjà de toute manière pendant la formation, moi le titre de psycho, je m'en bats les reins, je m'en fous. Je vais le prendre parce que j'en ai besoin pour le métier que je veux faire. Mais concrètement, moi entuber les gens, j'en ai rien à péter. Tant que moi je suis payé, je m'en fous. Les virer, les mettre dehors sans même qu'ils se rendent compte qu'ils ont été mis dehors, ça me pose pas problème. Et moi et du coup un autre collègue qui sont assez concernés, moi parce que j'ai plein de raisons, on va dire éthiques, de construction qui font que voilà, pour moi c'est pas possible, je n'accepte pas ce genre de mécanisme, je trouve que c'est absolument immonde, et à plus forte raison quand tu as le titre de psychologue. Et mon autre ami, enfin mon collègue qui du coup lui aussi a ces problèmes là, mais à plus forte raison lui il est beaucoup plus impacté parce qu'il a grandi dans une ville qui est un petit peu connue, parce qu'en fait il y avait une grosse usine Renault dedans, et qu'ils ont tout fermé, et qu'ils ont détruit tous les emplois, et qu'en fait il y a eu plein de suicides, et plein de trucs comme ça, c'était vachement fun, et que du coup disons que le capitalisme il aime pas trop. Genre vraiment pas trop. Et les comportements de connards de RH qui viennent justement jeter les gens dehors avec un très joli langage et compagnie, en mode mais de toute façon moi je m'en bats les couilles, au final j'ai mon pognon et c'est tout ce qui compte, il aime pas trop. Et du coup on était là tous les trois en train de parler de ça, comme ça, et moi et du coup et mon collègue avec des idées fort proches, on était en train de regarder l'autre en mode mais mec, tu te rends compte que là tu fais des études de psychologie, t'es en train de faire un master de psychologie sociale pour devenir psychologue, et t'es en train de dire texto, moi l'éthique, la déontologie, je m'en branle. What the fuck quoi, enfin qu'est-ce que tu fais là, va en école de commerce. Et il nous a dit, ouais mais l'école de commerce c'est cher, la faculté c'est gratuit. Voilà. Est-ce que je vous ai dit que cette personne là, éthiquement parlant, je la trouvais discutable? Non, parce que au-delà de ça, c'est une personne qui dépensait tous les mois, tous les putains de mois, il dépensait 400 à 500 euros dans des sacs. Parce il aimait bien avoir des sacs neufs. Voilà. Et que du coup, en fait, il estimait que il galérait un peu dans la vie. Parce que des fois, il pouvait pas sortir tous les jours de la semaine en bar. Il fallait qu'il fasse un peu attention. Donc c'était compliqué sa vie. Il était presque pauvre. Voilà. C'était rigolo. J'ai beaucoup apprécié mon master, hein, bien sûr. Ça serait fun si on pouvait empêcher les gens avec zéro éthique d'avoir accès à certains diplômes te donnant des outils assez dangereux. Alors il faut savoir que pour être diplômé et titré, surtout titré psychologue, parce qu'en fait le titre n'est pas dû avec le master, c'est pas parce que tu as fait ton master que tu auras ton titre. Même d'ailleurs l'année où moi je suis passé, il y a une personne qui a eu le master mais qui n'a pas eu le titre, parce que justement ils ont estimé que en fait, éthiquement parlant, elle n'était pas adéquate, elle n'avait pas les outils nécessaires, elle n'avait pas les traits humains nécessaires à pouvoir être psychologue. En fait, ils ont estimé que juste, c'était pas possible, elle était trop dangereuse en tant que psy. Donc, ils lui ont validé son master parce qu'elle a les connaissances, d'un point de vue expertise du domaine, elle les a. Par contre, elle n'est pas du tout adéquate à être psychologue, et du coup, ils lui ont dit bah non, en fait, t'as le master, mais t'as pas le titre. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites votre master et que vous voulez du coup avoir le titre, vous êtes suivi par un ou une psychologue qui va du coup étudiez vous, et voir si vous avez les outils adéquats pour être vous-même psychologue par rapport à ce que vous faites en stage et ainsi de suite. Et le truc, c'est que du coup, ça va jouer à la relation, ça va jouer à est-ce que tu arrives à bien un petit peu manipuler cette personne, est-ce que tu arrives à passer pour quelqu'un d'adorable et gentil et mignon auprès de la personne qui t'évalue. Parce qu'en soi, tu peux être un gros connard dégueulasse avec les autres élèves, mais si t'es toujours sans reproche, parfait et tiré à quatre épingles devant l'enseignant ou l'enseignante, ça passera. Et c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, parce que éthiquement parlant, il est plus que discutable, cette personne dans laquelle je pense est plus que discutable, mais devant la personne qui du coup en l'occurrence était une psychologue, il a toujours été parfait. Il a toujours été parfait, il a toujours été très aimable, très ouvert. On pourrait qualifier de faux cul, hein, mais bon voilà. Et du coup, c'est passé crème. Elle lui a donné sa validation, elle lui a donné un avis positif, ce qui fait qu'il a pu avoir le titre derrière.
Voilà. Et après, là, on part en plus de personnes qui sont pas forcément des évaluateurs, qui sont comment dire, de mauvaise qualité. En plus de ça, voilà, vous avez aussi des évaluateurs qui sont de mauvaise qualité. Vous avez spécifiquement aussi des psychologues qui n'en ont rien à péter, qui le savent, parce que des gens comme par exemple mon collègue qui sont devenus psy alors qu'ils ont zéro éthique, ils sont psy après. Et donc ils peuvent également faire justement ce travail d'évaluateur. Et donc ils peuvent tout à fait dire d'accord à des gens qui voient clairement qu'ils ont zéro éthique aussi, mais qui s'en foutent. Ils s'en foutent. Tu nous avais dit toi-même qu'il y avait des bots de psychologues du travail qui étaient capables d'avoir zéro éthique. Du coup, des psy-formateurs peu éthiques, ça existe aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a un bon nombre d'ailleurs. Par exemple, vous avez une boîte où très clairement on vous dit, et c'est pourtant des personnes qui interviennent en enseignement, parce qu'il y a des intervenants pros dans l'enseignement que j'ai fait, et qui viennent et qui vous disent très clairement et en toute honnêteté, votre but du jeu à vous, c'est de vous rendre indispensable même si vous l'êtes pas, et de les faire casquer. Et moi je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les faire casquer. Comment est-ce qu'on peut leur montrer que vous êtes indispensable, le plus indispensable possible, alors que foncièrement, et là tu fais ok. Donc il y a des entreprises qui ont vraiment besoin de nous et qui du coup pourront pas s'offrir nos services parce qu'on se fait payer à des prix mais démentiels, parce que c'est un cas, hein, c'est un fait. À l'heure actuelle, les psychologues sociaux par exemple, les psychologues en entreprise se font payer des pleins, mais vraiment des prix ultra conséquents. Et les petites entreprises n'ont pas le nécessaire, n'ont pas le budget pour pouvoir venir solliciter justement une intervention, en tout cas une intervention profonde, comme parfois ça le nécessite, de la part de cabinets de psy ou de psychologues indépendants, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que le prix du marché est totalement au-dessus de leurs moyens. Et tu vois que c'est un espèce de montage pourri qui est fait notamment par un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'éthique. Du coup, c'est comme tout, il faut tout brûler, repartir de zéro sur des bases saines. Je dirais pas qu'il faut tout brûler, mais je pense qu'il y en a un certain nombre qu'il faudrait effectivement remettre à plat. Je pense qu'il y a vraiment une grande question éthique à remettre un petit peu à plat et à faire un état des lieux. Je pense que ça ferait pas de mal. Je pense que vraiment, ça ferait pas de mal. Parce qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Il y a vraiment plein de trucs qui ne vont pas à l'heure actuelle. Et c'est très problématique. Et c'est très 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 problématique. Mais bon, bref. Je me recentre un peu sur le livre. La formulation de la requête. Les techniques que nous venons de décrire ont une même fin, agir sur le contexte émotionnel ou cognitif dans lequel la requête va pouvoir être reformulée. Le toucher est ainsi supposé créer un contexte d'intimité et affecter l'humeur. Guéguen en 2002 bis. Le pied dans la bouche est susceptible de créer un contexte d'humeur positive. L'étiquetage également. On étiquette qu'avec des faits favorables à l'estime de soi. Mais le contexte peut aussi générer ce que certains psychologues appellent un contexte cognitif de soi. Monteuil et Huguet en 2002. À savoir une certaine façon de se concevoir dans un cadre donné, et donc une certaine façon de traiter l'information lorsqu'on se retrouve dans ce cadre-là. Nous sommes bien par conséquent en présence de techniques qui affectent le contexte psychologique dans lequel va prendre place la requête. Reste à formuler celle-ci de la façon la plus judicieuse possible. Plusieurs techniques ont été testées. Elles n'ont rien de compliqué. Leur utilisation augmentera, néanmoins, vos chances de succès. Alors pourquoi vous en priver ? La technique du « mais vous êtes libre de ». Dans les chapitres précédents, lorsque nous avons évoqué l'amorçage, le pied dans la porte, ou même le leurre, nous nous sommes un peu sentis sur le sentiment de liberté que devait ressentir le manipulé. Mais ce sentiment était alors considéré non pas comme un ressort facilitant l'obtention d'un acte particulier, la décision initiale de l'amorçage ou du leurre, l'acte préparatoire du pied dans la porte, mais comme une clé indispensable à l'engagement de la personne dans cet acte. Le sentiment de liberté était donc certes au service du manipulateur, mais il servait à engager le manipulé dans un premier acte peu coûteux, ou dans une première décision avantageuse, le prédisposant ultérieurement à réaliser d'autres actes plus coûteux, ou à prendre d'autres décisions moins avantageuses. Sachez qu'on appelait à ce sentiment de liberté en tant que tel est aussi une élégante technique de manipulation. Il s'agit de la technique dite du « mais vous êtes libre de ». Qui ne s'en est jamais servi ou ne s'en servira jamais nous jette la première pierre. On gagne toujours à déclarer libre la personne dont on brigue le concours. Tel est l'enseignement des expériences réalisées par Nicolas Guéguen et Alexandre Pasquale, les premiers chercheurs à s'être intéressés à cette technique. Dans l'une de ces expériences, Guéguen et Pasquale, en 2000, des personnes déambulent, seules, dans les rues, sont abordées par un inconnu. « Excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus ?» L'inconnu n'a rien d'un mendiant, il est vêtu comme la plupart des passants et ne semble pas transpirer la misère. Dans ce cas, dans la misère d'ailleurs, j'ai mal parlé mais c'est pas grave. Dans un cas, il en reste là, la condition contrôle.
Dans un autre, il rajoute ces quelques mots, avant même que son interlocuteur n'ait eu le temps de réagir. Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Les résultats obtenus ont de quoi couper le souffle. 10% des personnes sollicitées rendent service dans la condition contrôle, alors que 47,5% le font, plus de 4 fois plus, dans la condition du « mais vous êtes libre d'eux ». Et il ne faudrait pas croire que les donateurs de cette condition se sont montrés mesquins. Ils donnent en moyenne un peu plus d'1 €, une somme légèrement supérieure au prix d'un ticket de bus au moment de la recherche. Les donateurs de la condition contrôle furent moins généreux. Ils ne donnèrent en moyenne qu'un demi-euro. Les recherches ultérieures, Pasquale et Guéguen en 2002, expérience 1 et 2, ont montré que l'efficacité de la technique n'était pas entravée lorsque l'affirmation de liberté précédait la requête. J'ai quelque chose à vous demander, mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Auriez-vous 1 € pour prendre le bus ? Elles ont également montré, Pasquale et Guéguen en 2002, expérience 6, que la technique pouvait être utile à des sapeurs-pompiers au moment de la traditionnelle vente des calendriers. La cause n'est pas la même, les sommes d'argent en jeu non plus. Aux personnes qui demandaient combien elles devaient donner, l'expérimentateur, un authentique sapeur-pompier à l'uniforme impeccable, répondait « Cela varie, mais en général les gens donnent 5 €. Il rajoutait une fois sur deux « Mais vous êtes libre de donner ce que vous voulez ». L'ajout de cette formule, un petit peu magique, reconnaissons-le, permet d'augmenter de près de 25% le montant moyen des sommes consenties, à peu près 8 € contre 6 € environ. D'autres... Excusez-moi. Je préfère Would You Kindly. J'allais redire je préfère, mais non, du coup c'est ce que t'as écrit toi, je préfère. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Tu fais quoi? Bonjour. Tu veux venir sur papa? Vous avez vu, il y a un gros chat qui vient faire un coucou. Non, pas le clavier. Pas le clavier. Pas le clavier. Allez, tu viens là. Tu viens là, installe-toi. Mais non, pas là-bas. Tu viens là, sur papa. Tu t'installes. Je disais donc. Ah, et bien tu repars. D'accord. D'autres recherches ont montré, Guéguen, Le Gouvello, Pasquale, Morino, Jacob en 2002, que la technique du « mais vous êtes libre d'eux » pouvait se révéler performante par ordinateur interposé. Oui, il y a un chat, oui. Oui. Bah techniquement, il y a un chat là-bas aussi, hein. Si vous regardez sous le micro, il y a un chat, hein, qui est là, qui me regarde. Ça va mon bébé? Mon cœur, ça va? T'as l'air tout cassé? Non, bah je sais pas, il reste là-bas. 900 internautes recevaient un message les incitant à consacrer 5 minutes de leur temps à la visite d'un site web à la mémoire des enfants victimes de la guerre. Sous le message, on pouvait lire soit « cliquez ici », condition contrôle, soit « vous êtes libre de cliquer ici ». 65,3% des internautes visitèrent le site dans la condition contrôle, 82% le firent dans la condition qui nous intéresse. On peut donc aussi, en utilisant la technique du « mais vous êtes libre de », augmenter sensiblement le trafic d'un site web. On n'arrête pas le progrès. Merde, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est que il faut marquer dans le titre du live, il faut marquer « vous êtes libre de venir, comment manipuler votre prochain scandale en sciences sociales ». En vrai, ça serait tellement parfait comme titre. On n'arrête pas le progrès. Des recherches plus récentes ont montré que d'autres formulations comme « maintenant, c'est à vous de décider » ou « bien sûr, c'est à vous de voir » ou encore « évidemment, vous faites comme vous voulez » et même, bien qu'à un degré moindre, « surtout, ne vous croyez pas obligé » n'entravez pas l'efficacité de la technique du « mais vous êtes libre ». À voir, Guéguen, Joule, Halimi, Falkowitz, Pasquale, Fischer-Locou, Dufour-Brana en 2013. N'oubliez pas de rejoindre le Guilded, mais vous êtes libre de refuser. C'est vrai. Vous avez vu, hein? C'est crédible, hein? Qualité. On dispose donc de toute une palette langagière allant de « vous êtes libre de » à « ne vous croyez pas obligé », voire à « sans vous commander ». Alors faites votre choix et choisissez au coup par coup la formulation convenant le mieux au contexte dans lequel vous vous trouvez. En vrai, ça me fait rire, je vais renommer le live encore. Je vais renommer le live. Tac. Avouez que c'est drôle.
Voilà. Vous êtes libre de venir. Comment manipuler votre prochain scandale en sciences sociales. Il faut rajouter encore. Il faut encore rajouter une connerie. Attendez, il faut qu'on trouve encore une autre connerie. Euh, Qu'est-ce que j'ai 41 caractères encore. Qu'est-ce que je peux rajouter comme bêtise? Qu'est-ce que je peux rajouter comme bêtise? Il faut qu'on trouve un truc. Là pour l'instant c'est vous êtes libre de venir. Comment manipuler votre prochain scandale en sciences sociales. Tac. Alors c'est une grande source d'inspiration pour des petits jeux, mais c'est lié à quoi? Culpabilité, flatterie, 2. Le mécanisme de te laisser avoir par le... Vous êtes libre, le sentiment de liberté. Si tu parles du sentiment de liberté, c'est simplement en fait qu'on se base... Non, en fait ça se base plutôt sur le... On pourrait plus facilement penser à de la... Comment ça s'appelle? Dissonance cognitive. En fait, le principe, c'est que la dissonance cognitive, à partir du moment où tes actes ne correspondent pas à tes pensées, ou tes pensées à tes actes, peu importe, tu vas avoir un... Psychologiquement, ton cerveau va pas apprécier, il va te dire non, ça va pas. Et il faut donc réduire la dissonance cognitive. Et réduire la dissonance cognitive, c'est donc adapter soit tes pensées à tes actes, soit tes actes à tes pensées. Et donc du coup, concrètement, quand tu mets une situation de librement consenti, si tu laisses la liberté, en fait, comme socialement, on a l'habitude de dire oui, socialement, on a tendance à accorder aux autres, parce que dans nos sociétés occidentales, c'est la manière culturelle qu'on a d'avoir développé les choses. Tu vas avoir en fait le mécanisme automatique social qui va te faire dire oui. Par exemple, est-ce que vous voulez bien me rendre service? Vous êtes libre de refuser. Tu vas avoir tendance à dire oui, parce que socialement on s'attend à ce que tu dises oui, donc tu vas dire oui. Mais comme on a précisé textuellement, tu es libre de refuser, et que du coup tu as dit oui, ton cerveau te dit mec, t'as dit oui. T'as dit oui alors que t'étais pas obligé de dire oui. Le cerveau il va pas se dire attends mais en fait socialement t'as pas le droit de dire non, ou c'est très mal vu de dire non. Non, ton cerveau il va juste dire factuellement t'avais le droit de dire non. Et t'as dit oui. Puisque t'as dit oui, c'est donc que tu es réellement, intrinsèquement, d'accord avec ça. Donc, on va conformer nos pensées à tes actes. Puisque tu fais cet acte et que tu l'as fait en disant oui, en étant libre, tes pensées doivent être d'accord avec. Et du coup, ton cerveau va modifier pour être adapté. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pas une question de culpabilité ou de flatterie, c'est plus une question de règles sociales, de culture en fait, notamment de mécanismes culturels qui vont servir de loquet en fait. À partir du moment où tu sais que tu vas avoir une serrure qui se met en place sans même que tu aies le choix dessus, par exemple parce que socialement c'est mal vu de dire que non tu vas pas rendre service, et bah ça suffit en fait. Tu mets dans la phrase, tu peux rajouter tous les trucs du type vous êtes libre de, ne vous sentez pas obligé, peu importe. Ça ne change pas que socialement la personne ne peut pas ou très difficilement dire non. Tu sais que la grande majorité des gens vont dire oui. Et que bah, comme il y a la réponse dedans, bah, c'est fini. La réponse oui se fait au moment où on entend la question. Bah en fait, oui, c'est à partir du moment où la personne va le confirmer oralement que c'est vraiment fermé, on va dire que le loquet c'est fermé. Mais en fait, au moment où tu poses la question, tu sais déjà que la personne va dire oui. Ou qu'il y a de grandes probabilités qu'elle dise oui. Parce qu'encore une fois, tout est une question de probabilité. Tu sais qu'il y a de très grandes probabilités qu'elle dise oui. Tu t'attends à ce qu'elle dise oui. Parce qu'elle peut difficilement socialement dire non. Du coup, j'en étais où? J'en étais là. Je me permets de continuer. Les expériences que nous avons rappelées, et bien d'autres, Pasquale, Oteme, Sanson, Wang, Alimi, Falkowicz, Souchet, Girandola, Gegen, Joule en 2013, montrent combien l'utilisation de ces techniques est simple, un vrai jeu d'enfant. À propos de jeux d'enfant, l'un des auteurs a très récemment vu utiliser à ses dépens par son propre fils, âgé de 7 ans. Sa charge de travail était telle ce jour-là, un dimanche après-midi, qu'il s'était juré de ne sortir de son bureau sous aucun prétexte. Soudain, on frappe timidement à la porte. « Papa, tu veux bien faire une partie de ping-pong avec moi? Je sais que t'as beaucoup de travail, alors c'est toi qui décides, hein. Tu fais comme tu veux. » Désarmant, n'est-ce pas? Ça, typiquement, tu vois, c'est ça qui est, encore une fois, qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'il vous le explique, qu'il vous le remet
c'est pas parce que c'est de la manipulation qu'il y a la volonté de manipuler. Ce sont des mécanismes qui se mettent en place, en fait. Donc le but consiste à augmenter la dissonance cognitive en ajoutant le vous êtes libre de refuser. Tout à fait. Tout à fait. En fait, puisque tu sais que la personne va devoir répondre oui, il faut que tu rajoutes quelque chose, comme le vous êtes libre de refuser, pour être sûr que la dissonance cognitive s'enclenche. C'est-à-dire que si tu veux un moyen de neutraliser la dissonance cognitive, tu lui dis, par exemple, truc à la con, je vais vous prendre un exemple qui a déjà été traité normalement dans les VOD précédentes. Vous allez mettre des chocs électriques à cette personne, vous allez l'électrocuter. Mais vous le faites pour beaucoup d'argent. Et bien là, la personne, elle va pas avoir de dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que la personne va se dire, alors oui, je mets des chocs électriques à la personne. Ok, c'est horrible. Mais c'est parce qu'il y a une contrainte. On me propose beaucoup d'argent. On me propose beaucoup d'argent. Donc, c'est pas que éthiquement je suis d'accord avec le fait de lui mettre des coups d'électrochoc. C'est juste que j'accepte là de faire ça parce que je veux toucher beaucoup d'argent. Et ce genre de mécanisme là par exemple en fait permettent de casser du coup la dissonance cognitive. Si tu as quelque chose qui te force, admettons un autre cas avec le même exemple, tu dois mettre des chocs électriques, mais tu as la personne en face qui te dit si tu ne mets pas le choc électrique, tu prends les chocs électriques. Pareil, tu vas te dire bah je mets les chocs électriques mais c'est pour éviter de moi les prendre en fait. Et en fait là tu vas donner une justification à pourquoi est-ce que tu as fait cet acte. Et donc du coup tu ne te mets pas en dissonance cognitive. Parce que justement, tu as une raison rationnelle d'avoir fait cette action. Le vous êtes libre de refuser, ça permet en fait d'enlever cette raison rationnelle. Ça te permet de dire, écoute, si tu as décidé de le faire, c'est parce que tu as décidé de le faire. Et comme tu as décidé de le faire, tu dois conformer tes idées. Parce que là, justement, ça te force à rentrer dans dissonance collective. Tu n'as pas le choix, tu vas rentrer forcément dedans. Parce que, justement, tu dois conformer tes actes et tes pensées, et que là, tu n'as aucune raison autre que la raison sociale, mais encore une fois, qui est un processus qui n'est pas, concret. Enfin, si, c'est concret, mais c'est un processus qui se met en place sans que tu aies voix au chapitre. Tu n'as pas conscience du fait que tu as le poids social qui va te dire si tu dois dire oui. Mais il est là. Tant bien même toi, tu ne le perçois pas, il est là. Et du coup, le fait de rajouter le vous êtes libre de refuser dans la formulation fait que, au niveau du cerveau, tu vas encore plus occulter le poids social. Tu vas encore plus l'enlever. Et puisque tu enlèves le poids social, qui te force en fait à dire oui, tu as encore moins de raisons de dire oui en fait. Enfin, tu as d'autant plus de raisons de pouvoir potentiellement dire non. Et donc du coup, ça te fait forcément rentrer en dissonance cognitive. C'est pas vraiment le but de augmenter la dissonance cognitive, parce que tu vas pas vraiment augmenter la dissonance cognitive. C'est plus une question de bloquer la dissonance cognitive. C'est plus une question de forcer la dissonance cognitive à être présente et à être visible, plutôt. Plus qu'à l'augmenter. Parce que ça n'a pas vraiment de sens. À partir du moment où tu as la dissonance cognitive, tu as la dissonance cognitive. Elle a pas de, t'as pas un taux de dissonance cognitive plus ou moins élevé. En fait, c'est juste, il faut refuser à la personne une voie de repli. Il faut refuser à la personne d'avoir une raison rationnelle, d'avoir fait ce choix-là, alors que potentiellement, elle ne voulait pas le faire. Donc c'est vraiment, plus qu'augmenter, c'est bloquer en fait les chemins possibles de pensée et le bloquer dans celui qui t'amène forcément à une dissonance cognitive. Du coup, je continue. La technique du un peu c'est mieux que rien. Vous souhaitez que la personne que vous sollicitez pour une noble cause fasse un don de 3 euros. La technique du un peu c'est mieux que rien consiste à lui faire savoir qu'une somme ridiculement faible, par exemple 10 centimes d'euros, vous satisfera quand même. 10 centimes d'euros ? Difficile de ne pas mettre la main au porte-monnaie. Le porte-monnaie ouvert, votre interlocuteur n'osera pas se montrer à ce point pingre. Vous risquez alors de le voir s'approcher de la somme espérée. Peut-être même vos espérances seront-elles dépassées. Une première variante de cette technique est connue, en Dalmatie, sous l'expression à tantiner grivoise. Même un petit penny suffit. On doit à Cialdini et Schroeder, en 76, expérience 1, qui sont tous sauf grivois, la première recherche destinée à en apprendre l'efficacité. Des citadins étaient sollicités chez eux dans le cadre d'une collecte d'argent, au bénéfice de la lutte contre le cancer. Coup de sonnette. Voulez-vous nous aider en effectuant un don ? Dans la condition contrôle, l'expérimentateur s'en tenait là. Mais dans la condition du un peu c'est mieux que rien, il ajoute même un penny nous aidera. Et je vois les chats qui courent un peu dans le fond. C'est... Qu'est-ce que vous faites les bébés ?
Ah, vous êtes en train de jouer. Évidemment, ils sont en train de jouer. Voilà. Donc ils se courent, hein, voilà, évidemment, l'un après l'autre. Je reprends donc la lecture. Coup de soleil, même un penny nous aidera. Dans la première condition, 28,6% des personnes ont bien voulu entrouvrir leurs portes et apporter leur contribution financière. Il s'en trouve par contre 50% dans la seconde, et le montant moyen de la contribution était le même dans les deux cas, 1,5 $ environ. La stratégie consiste donc à légitimer les contributions les plus modestes, afin de rendre irrecevables les excuses les plus couramment mises en avant pour justifier le refus de faire un geste pour une cause charitable, comme « Désolé, mais je viens juste de faire un don à la Croix-Rouge d'Olmat ». On ne peut pas donner tous les jours, n'est-ce pas? C'est vrai, mais ça n'est plus du tout à fait, lorsque les sommes censées être utiles à votre interlocuteur sont trop faibles pour avoir la moindre incidence sur le budget familial. Pas facile, là, alors, de rester de marbre. La seconde variante de cette technique est tout aussi efficace. Elle consiste à remplacer la formule « même un penny nous aidera » par la formule « les contributions les plus basses que nous avons reçues jusqu'à présent sont d'1 penny ». Là encore, ces quelques mots n'ont d'autre fonction que de légitimer les dons d'un seul penny, et de réduire par là même la probabilité que les personnes sollicitées ne referment prématurément son cœur en se réfugiant derrière quelques excuses. En procédant ainsi, Cialdini et Schroeder obtenaient un taux de contribution de 64,5% contre 32,2% dans le groupe contrôle. C'est donc 2 fois plus. Les recherches qui ont suivi, Reeves, Mascolini, Martin en 87, Reeves et Saucer en 93, débouchèrent sur des résultats tout aussi probants. On tient donc, avec la technique du « un peu c'est mieux que rien », une technique de manipulation dont le potentiel n'échappera sans doute pas aux bénévoles et aux militants, dont l'activité régulière consiste à recueillir des fonds pour des causes évidemment grandes et justes. On ne s'étonnera pas que la militante des Restaurants du Cœur ait eu recours à cette technique pour inciter Madame O à faire un don. On ne s'étonnera pas davantage de la réaction secourable de cette dernière. 20 dolmas, par les temps qui courent, c'est déjà bien. À notre connaissance, cette technique n'a été mise en œuvre dans les recherches que dans le but d'obtenir de l'argent. Mais son champ d'application ne se limite pourtant pas là. Vous avez 3 kilos de pommes de terre à éplucher. Chérie, tu vas bien m'aider un petit peu? Tu n'en éplucherais qu'une seule que cela me soulagerait. Ceux qui ont le moindre doute quant à l'efficacité de cette méthode n'ont qu'à l'essayer. Finalement, on se rapproche un peu du livre de l'autre merde. Ah, quel enfer! La technique du ce n'est pas tout. Cette dernière technique est plus particulièrement adaptée à la vente et au marchandage. Ce n'est pas un hasard si à la foire des 100 dalmatiens, c'est un camelot qui la met en œuvre. Il n'est pas exclu que, comme celle de la porte-au-nez, son efficacité repose sur l'activation de la norme de réciprocité. C'est d'ailleurs l'une des explications avancées par Burger qui, en 86, a publié pas moins de 7 expérimentations destinées à prouver tout le potentiel de cette technique à laquelle il donne le nom de « ce n'est pas tout ». C'est très intéressant, j'étais justement en train d'écrire mes lettres de demande de stage, ces vidéos sont instructives. Tant mieux. N'hésite pas à utiliser les VOD, hein, y a tout ce qu'il faut dedans, Et les chats, vous vous calmez un peu? Je les entends qui font un bordel monstre. Je sais pas si vous les entendez un petit peu à cause du micro, mais ils se la donnent vénère en vrai. La première forme de cette technique a conduit Madame O à acheter 2 pour 200 dolmas, un presse-citron, 2 verres cocotiers et 2 citrons, alors que son intention était de mettre 100 dolmas dans un presse-citron. Comment s'y est pris le camelot? Il annoncé d'abord le prix du presse-citron, 200 dolmas. Avant que Madame O s'éloigne, vraiment, il exagère. Il lui fait savoir que pour 200 dolmas, il emportera également 2 verres cocotiers. Au diable l'avarice, il va même rajouter 2 citrons. En procédant ainsi, Burger parvient à doubler ou presque la probabilité que les clients d'une cafétéria achètent 2 cookies pour 75 cents. Au client est demandé le prix d'un cookie, il répondait 75 cents, ce qui constituait un prix prohibitif. Avant que le client n'ait dit un mot, il a chanté « Attendez, je me suis trompé. On a l'intention de fermer la boutique plus tôt ce soir, et pour ce prix-là, vous avez le droit à 2 cookies. » 73% se délestèrent ainsi de 75 cents. 40% seulement acceptèrent l'offre dans un groupe contrôle, groupe dans lequel les clients avaient été informés d'entrée que les cookies se vendaient par paire au prix de 75 cents. L'ensemble de ces 7 recherches atteste l'efficacité du ce n'est pas tout. Que la variante mise en œuvre soit celle qui vient d'être décrite ou une autre variante consistant tout simplement à baisser le prix initialement prévu. L'effet le plus spectaculaire fut observé dans une vente de bougies au porte-à-porte. Ouvrant sa porte, la personne se retrouvait nez à nez avec 2 lycéens. Le premier,
Nous proposons aux habitants du quartier d'acheter des bougies. Nous faisons cela pour pouvoir recueillir l'argent dont nous avons besoin pour nos dépenses scolaires. C'est 3 $ la bougie. Le second, aussitôt. Non, non, souviens-toi, nous avons décidé de les vendre 2 $. Le premier à nouveau. Excusez-moi, c'est bien 2 $ et pas 3 la bougie. Nous avons choisi de la vendre les bougies à un prix un peu plus bas. 57,1% des personnes sollicitées achètent la bougie. 14,3% à peine en firent autant dans le groupe contrôle. Groupe dans lequel les bougies étaient directement proposées au prix unitaire de 2 $. C'est donc 4 fois moins. Le lecteur peut avoir le sentiment qu'il s'agit là de vil marchandage, qui ne s'observe guère qu'aux puces de Saint-Locus-le-Vieux ou au marché de Brive-la-Gaillarde, qu'il se détrompe. On connaît des gens, bien sous tout rapport, qui utilisent la technique du « ce n'est pas tout » à des fins marchandes à l'occasion des événements les plus marquants de votre vie. Les sommes en jeu peuvent alors être considérables. Nous pensons notamment à ces déménagements qu'on vous propose à des prix astronomiques. Un déménagement? Mais ce n'est pas tout, on vous fera la vaisselle après l'avoir déballée. La vaisselle? Oh, ce n'est pas tout, on vous aidera à la mettre en place, etc. En matière de ce n'est pas tout, les pompes funèbres d'Olmat, les fameuses PFD, comme on les appelle là-bas, ne sont pas en reste. Madame O a récemment eu à enterrer Gaston, le premier mari de tante Germaine. La somme avancée par la PFD lui parut surréaliste. 39 999 dolmas pour un enterrement. Mais ce n'est pas tout. On fleurit aussi la tombe pendant 1 an. Ça va le combat? Je mets les paris sur Brindille. Non? C'est bon, vous êtes calmés? Ils se mettent des beignes, c'est ouf. Bon, ils sont très clairement en train de jouer, hein, mais... Mais ah là là. Tralala, ces chatons. Ces chatons mignons. La technique du pied dans la mémoire. Le pied dans la mémoire va nous donner l'occasion d'évoquer une psychologie sociale que d'aucuns considèrent, à tort ou à raison, comme plus noble. Elle fait faire du sport aux autres. Non, elle fait faire du sport à Stockholm. Elle ne fera jamais faire du sport à ça. Voilà, ça là, ça pas de sport. Pas de sport, jamais. Ça, c'est gentil, c'est mignon, mais ça ne court pas. Ça ne court pas. Ça ne court pas. Ah, que tu cours pas. Bah non, que tu cours pas. Bah non. Bah non. Évidemment que non. Évidemment que non. Bah oui, que t'es beau mon chat. Bah oui. Bah oui. Gros bépère. Gros bépère. So. Reprenons. Nous pouvons comprendre ce jugement. J'ai un doute, le gros papa, il est sur la chaise ou sur le bureau? Bah il est sur la chaise, sur le fauteuil. Pourquoi? Il fait la même taille à l'écran, c'est ça? Et une bêtise du genre? Écoutez, il a un peu d'embonpoint. Ok? C'est un beau chat. Il est beau le chat. Ah que t'es beau mon bébé. Bah oui. T'es presque filiforme. Presque. Dans ton cœur tu l'es. Si t'y crois fort, t'es mince. T'inquiète bébé. Oui oui. Même taille, même forme et même activité, mais beau le bébé. Ouais voilà, c'est ça. Je reprends. Nous pouvons comprendre ce jugement. Les recherches dont il va être question n'ont pas été imaginées pour apprécier l'efficacité d'une technique destinée à obtenir quelque chose d'autrui, comme c'était le cas des recherches originales sur le pied dans la porte, l'amorçage, le leurre ou encore la porte au nez. Elles ont été conçues pour éprouver de nouvelles hypothèses issues d'une célèbre théorie, la théorie de la dissonance cognitive. Il reste que ces recherches, voire Aronson en 99, nous éclairent sur une nouvelle façon d'amener quelqu'un à faire librement ce qu'on souhaite le voir faire. Regardons de plus près. Tu crois qu'il a déjà perdu un peu ? Tu crois que t'as perdu un peu? 100 grammes? 200 grammes? Peut-être? Et encore? Et encore? Dans ces eaux-là? On va dire. On y croit fort. On y croit fort. Ah mon bébé, on y croit fort. Oui, bah oui.
Je continue. Regardons de plus près. Vous êtes une jeune étudiante californienne, vous êtes belle, vous êtes bronzée et vous êtes intelligente, cela va de soi. Et vous venez de nager dans la piscine toujours très chlorée de votre université. La Californie, ce n'est un secret pour personne, manque d'eau. Il faut donc l'économiser. C'est une vraie cause publique. Pourtant, le bain, vous éprouvez le besoin bien légitime de prendre une bonne douche et de vous faire un bon shampoing. Mais voilà qu'avant que vous ne passiez sous la douche, quelqu'un vous arrête. Ce n'est pas le moment, mais vous êtes poli. Plaît-il ? En réponse, votre interlocuteur, un militant, vous invite à signer une charte visant à alerter les gens contre certains gaspillages. On y lit notamment prenez les douches plus courtes, arrêtez l'eau quand vous vous savonnez. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. En somme, en signant cette charte, vous vous posez en modèle. Cette signature ressemble fort à l'acte préparatoire du pied dans la porte. Il s'agit d'un acte réalisé en toute liberté, assez semblable aux signatures de pétition qu'utilisent Friedman ou Fraser pour obtenir des résidents qu'ils mettent dans leur petit jardin un grand panneau ou qu'utilisaient Kessler et ses collaborateurs pour amener les jeunes femmes à s'engager dans le militantisme. La nouveauté introduite par le pied dans la mémoire n'apparaît qu'à la phase suivante. Alors que vous croyez en avoir terminé, le militant qui vient d'obtenir votre signature vous incite à vous souvenir de situations dans lesquelles vous avez vous-même consommé plus d'eau que nécessaire. Vous tirez alors le fil d'Ariane du souvenir. Bien d'abord, la douche du matin, durant laquelle vous vous êtes attardé sous l'eau tiède. Viennent ensuite, en cascade, d'autres comportements dispendieux. Vous voyez le robinet couler à grande eau pendant que vous vous brossez les dents. Vous pensez à la chasse qui fuit, à l'arrosage excessif de votre pelouse, etc. C'est fou ce qu'il peut y avoir dans la mémoire. Sous le bon grain, l'ivraie. La confession terminée, votre interlocuteur vous libère. Vous allez enfin pouvoir vous détendre sous la douche. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à votre insu, le temps que vous avez consacré sera chronométré. En s'en prenant ainsi, Dickerson, Thibodeau et Aronson et Miller, en 92, constatèrent que les étudiantes passaient moins de temps sous la douche, seulement 3,5 minutes, un record, qu'elles ne l'auraient fait spontanément, 5 minutes. Moins qu'en passé les étudiantes n'aient eu à signer que la charte, et moins encore que celles qui n'ont eu qu'à se souvenir de leur comportement dispendieux, 4 minutes environ dans les deux cas. C'est donc chez les étudiantes ayant dû, comme disent certains chercheurs, prêcher pour inciter les autres à faire ce qu'elles-mêmes ne faisaient pas, que les résultats furent les plus nets. Aronson et ses collaborateurs réalisèrent dans la foulée plusieurs études, obéissant au même principe, et dont les résultats sont tout aussi probants. Ces chercheurs parvinrent notamment à augmenter significativement la probabilité que des étudiants achètent des préservatifs. Stone, Aronson, Crane, Winslow et Fred, en 1994. On peut regretter que cette technique soit parfaitement méconnue des honnêtes gens. Sans doute leur permettrait-elle d'ajouter une corde à leur arc. Revenons à ces enfants devant acquérir l'ordre et la propreté. On se souvient des limites de la persuasion et de l'efficacité de l'étiquetage. L'enseignant pourrait aussi bien atteindre les mêmes objectifs éducatifs en mettant en œuvre un pied dans la mémoire. Dis-moi, Thomas, penses-tu que c'est bien d'être propre ? Bien sûr. Serais-tu d'accord pour dire à tes camarades de classe qu'il faut être propre ? Bah oui. Mais dis-moi, Thomas, quand on vous a distribué des bonbons hier dans la cour de récréation, qu'as-tu fait des papiers ? Je les ai jetés par terre ? Et quand tu es venu au tableau ce matin, qu'as-tu fait du mouchoir qui est tombé de ta poche ? Je ne l'ai pas ramassé. Vous n'assisterez certes pas demain à un tel échange. Il pourrait néanmoins être conduit par n'importe quel enseignant, par n'importe quel éducateur, mais aussi par n'importe quel parent désireux de réaliser un pied dans la mémoire. À la vérité, nous ne voyons pas ce qu'ils ont de plus manipulateur que les étiquetages, auxquels se livrent quotidiennement pourtant les instituteurs, les élèves travailleurs, les élèves étourdis, les élèves dissipés. Et les parents. T'es un gentil tout plein. T'es un menteur, t'es qu'un bon à rien. Comme nous tenons à garder quelques secrets professionnels pour nous, nous ne livrons pas ici l'usage que l'on peut faire du pied dans la mémoire dans les entreprises à la faveur notamment, mais pas seulement, des fameux entretiens annuels, entretiens d'évaluation ou d'appréciation, comme on les appelle encore parfois. Oh pardon, ce tir gratuit. Oh ce tir gratuit. Oh. Oh c'est beau. Ah, c'est beau! Alors là c'était genre... Et au fait... Pan. Parfait. Parfait. Le pied dans la mémoire, dans son principe même, ne peut faire l'économie d'un acte préparatoire engageant. Les baigneuses californiennes ont librement signé une charte. Thomas a librement accepté de dire à ses camarades qu'il fallait être propre. Dans l'étude de Stone, Aronson, Crane, Winslow et Fried en 1994,
Les étudiants ont librement réalisé une vidéo pour promouvoir l'usage du préservatif. Comme à Madame O, elle a librement accepté de trouver des arguments pour convaincre les dolmates de respecter le code de la route. Autant d'actes préparatoires engageants. Ces actes préparatoires ressemblent à s'y méprendre, nous l'avons dit, à l'acte préparatoire d'un pied dans la porte. À ce titre-là, le pied dans la mémoire n'est rien d'autre qu'un pied dans la porte avec demande implicite plus sophistiquée. On a vu que cette sophistication... Ah, je vais pas y arriver. On a vu que cette sophistication, qui passe par une complexification, ici, l'ajout d'un élément, se remémorer ses manquements, pouvait se révéler efficace là où un simple pied dans la porte ne l'était point. Cela n'a rien d'exceptionnel. La recherche de la meilleure efficacité passe souvent par l'articulation de plusieurs techniques de manipulation. En somme, si un peu de manipulation c'est bien, beaucoup, c'est souvent encore mieux. Alors laissez-vous tenter, c'est à de telles articulations que nous avons choisi de consacrer notre prochain chapitre. Et en vrai, ça fait globalement 1 heure et il est midi. Et on est sur un nouveau chapitre. Donc je pense que on va s'arrêter par là. Pour vous donner une idée, sur le livre finit page 297 et on est page 173. Donc il reste à peu près une centaine de pages. Un petit peu plus qu'une centaine de pages. Donc on se rapproche de la fin. C'est plutôt cool. Mais comme aujourd'hui je dois couper tôt, et ben petite fougère de YouTube, ça va être la fin. C'est donc pour ça qu'on finance des recherches mais qu'on n'aime pas la vulgarisation en psycho. Non, exactement. C'est un truc qui n'est pas du tout aimé. Par exemple, le cas de mon laboratoire de psycho dans lequel j'ai travaillé, le laboratoire de psychologie d'Aix-en-Provence, assez régulièrement, on a des retours, notamment de la part de l'État, mais pas que, parce qu'on a aussi des contrats privés qui se font pour financer le labo. On a des contrats avec des entreprises qui vont nous financer pour les recherches, parfois à des taux très intéressants. Hein. Je repense par exemple, il y a une expérience. Alors moi je l'ai pas faite parce que du coup j'étais encore étudiant à cette époque là, mais c'était mon enseignant qui l'avait fait. Il a signé un contrat de recherche sur 3 ans pour le laboratoire et c'était de la recherche donc sur des techniques de manipulation, sur la communication engageante en l'occurrence, et c'était financé par l'entreprise quelque chose comme 90 000 euros. Quelque chose comme ça sur 3 ans avec en gros tu avais 40 000 euros réservés aux 2 chercheurs. Tu as 40 000 euros qui étaient séparés entre les 2 chercheurs et le reste pour le laboratoire. C'est des sommes qui sont très conséquentes, hein. C'est des sommes qui sont très conséquentes, la recherche, très clairement. Par contre, derrière, ce qui se passe, c'est qu'on te demande parfois, très explicitement, de ne pas partager tes recherches, de ne pas les donner au grand public. C'est le cas notamment pour les contrats privés. Ça arrive qu'il y ait des clauses qui spécifient réellement que, en fait, la recherche, comme tu l'as fait pour un privé, quand bien même c'est pour financer le laboratoire, comme la recherche est financée par un privé, par une entreprise privée, le fruit des recherches appartient à l'entreprise et reste à l'entièreté à l'entreprise. Et tu n'as pas le droit du coup de les publier en dehors du cadre de l'entreprise et sans l'accord de l'entreprise. Et ils peuvent te demander notamment de dissimuler certaines découvertes parce qu'ils ont envie de les garder comme moyen de marketing ou autre, par exemple, comme des outils justement à leur disposition. Vous avez notamment des cabinets de marketing qui financent bien les laboratoires de recherche en France, parce que vous voyez, c'est pratique. Et la carotte, c'est que en fait, on se retrouve dans une situation où l'État ne te finance pas ou presque pas, et que du coup, tu es vraiment en sous-effectif, sans moyens ou presque, et que du coup, c'est la merde pour pouvoir faire tes recherches. Et à côté de ça, par contre, tu vas avoir le privé qui arrive. Les privés qui arrivent et qui vont te dire nous on te finance et on te finance bien, hein, parce que vous n'êtes pas limité à un contrat. Là je vous ai pris le cas explicite d'un contrat en particulier que j'avais en tête, mais vous pouvez avoir plusieurs contrats en parallèle faits pour plusieurs privés, parce que ce que vous faites sur 3 ans, vous n'êtes pas obligé de le faire 24 heures sur 24. En fait, même très clairement pas. Les études elles sont faites sur le long terme, parce que vous avez besoin de voir sur le long terme, mais il y a plein de moments dans l'année où vous aurez 36 000 autres choses à faire, et surtout vous n'avez pas besoin de vous focus sur ça. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où en fait, vous avez les privés qui vont venir vous apporter un financement, qui vous permettent notamment de faire les recherches publiques. Parce que grâce à ce financement que vous avez pour faire votre recherche privée, vous avez également les financements pour pouvoir faire la recherche publique à côté. Elle va vous servir
en partie financer la recherche publique. Et donc du coup, bah, vous vous retrouvez dans cette situation où vous allez faire des recherches, notamment privées, qui marchent comme ça, parce que bah, vous n'avez pas le choix. En fait, soit vous faites pas de recherche ou quasiment pas, parce que vous n'avez pas les moyens pour, concrètement, soit vous acceptez en partie de faire des recherches pour des privés et du coup d'avoir des financements. Et ça, c'est extrêmement problématique pour moi, parce que le modèle est fait de cette manière-là et ne permet pas de faire autrement. Et encore une fois, c'est le problème, c'est qu'on a un système de la recherche en France qui est extrêmement pas ouvert, extrêmement pas financé par les institutions publiques à hauteur de ce que ça devrait. Et c'est vraiment, vraiment très, 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 très problématique. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas la recherche sous le capitalisme. Exactement, exactement. La recherche devrait être réservée aux amateurs. Rappel, Darwin et Newton étaient des amateurs. La recherche ne devrait pas être réservée aux amateurs. La recherche ne devrait pas être faite pour des fonctions et des volontés d'argent. Je dirais plutôt ça. Je dirais plutôt ça. Mais bon, bref, sur ce petite fougère de YouTube, on s'arrête là. J'espère que tu as passé une bonne VOD et on se retrouvera pour la suite, une prochaine VOD. Au revoir YouTube. Vous pouvez dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. C'était bien. On se retrouve bientôt, peut-être. Enfin, sûrement, parce que je fais des lives tous les jours et du coup j'ai beaucoup de rediffusions. Donc on se retrouvera. Toi-même tu sais. Voilà. Voilà. Regardez, ils vous disent au revoir. Les fougères de Twitch vous disent au revoir. N'hésitez pas à venir. Hein. Vous savez que vous êtes libre. Sachez. Eh, franchement. Sachez, petite fougère de YouTube, que vous êtes libre de venir sur Twitch. Vous êtes libre de venir sur Guilded. Rappelons-le. Vous êtes également libre de venir par exemple sur Twitter. J'ai un fil Twitter, hein, je l'alimente pas beaucoup, mais quand même j'ai un Twitter. Mais voilà, je vous rappelle que vous êtes libre bien entendu de regarder ces VOD et de les partager. Au revoir YouTube.